J'ai lu ce livre exceptionnel, vraiment, ça m'a vraiment touché. J'ai lu d'ailleurs 2 fois pour bien comprendre toutes les phrases en bord Il n'est pas clair, s'il faut le dire 2 fois. C'est pas bon, ça. Il est très clair, mais il est très dense. Mais ce qui m'a touché d'abord, c'est ce titre. On a l'impression que vous vous réjouissez que nous rentrions en économie de guerre, avec un point d'exclamation. C'est ça? Vous êtes heureux, en fait, de cette économie de guerre? Alors, oui, je suis heureux, mais il faut définir économie de guerre. Je suis heureux parce qu'on rentre dans un nouveau cycle. Et les nouveaux cycles, moi, ça m'intéresse toujours quand il faut tout reconstruire. L'économie de guerre, c'est pas la guerre. D'accord. Première chose, c'est le moyen d'éviter la guerre. Deuxièmement, c'est pas seulement l'industrie de la défense, comme veulent nous le faire croire les hommes politiques, 2-3% du PNB et tout le reste n'aurait pas à agir. Non, l'économie de guerre, c'est vous et moi. C'est par opposition à l'économie de paix que j'ai connu, moi, du cycle de 30 ans, 1989, quand le mur de Berlin est tombé et Tiananmen a eu lieu en Chine, jusqu'à 2020, jusqu'au Covid, donc 30 ans, ont été fermés. L'économie de paix, on est tiré par la demande et le consommateur. Je suis investisseur, j'essaie de trouver des sociétés qui produisent des biens, des services qui répondent aux besoins d'une demande d'un consommateur. Et l'économie de guerre, c'est exactement l'inverse. On est tiré par l'offre, et plus particulièrement le goulot d'étranglement à l'offre. Donc en fait, donc aujourd'hui, chaque fois que je rencontre un patron, son enfer, c'est pas de trouver de la demande, on est 8 milliards d'habitants sur la planète. C'est de produire, parce que pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, aujourd'hui, l'enfer, c'est de produire. Donc, le bienvenu, c'est de dire, bienvenue, nous rentrons en 2022, à la sortie du Covid, dans un nouveau cycle de 30 ans, parce que l'économie, c'est un cycle de 30 ans. Et donc, en 2025, on en est 3 d'un cycle de 30 ans. Donc, je suis extrêmement joyeux de dire qu'il y a encore 27 années pour reconstruire le monde. Et donc, vous suggérez par là que l'économie de guerre, c'est pas forcément une économie de souffrance pour la population? Non, c'est pas du tout. Alors, il va y avoir des sacrifices, puisque quand on va tout reconstruire, ça va pas être gai pour tout le monde. Et on va pas pouvoir continuer à vivre comme on a vécu dans le cycle précédent. Et de manière plus spécifique, la dernière décennie 2010-2020, où nous avons été, alors nous, Européens, en premier, ce que j'appelle des autostoppeurs, c'est-à-dire que nous avons endetté l'État en vivant totalement au-dessus de nos moyens. Et ça, aujourd'hui, ça pète parce que le monde est beaucoup trop endetté. Donc, il va y avoir des sacrifices, mais ce sont des sacrifices pour reconstruire une nouvelle économie, reconstruire un nouveau monde. D'accord. Donc, il y aura des gagnants et des perdants. Alors, avant de continuer, je voudrais vous demander, est-ce qu'à la fin de notre entretien, vous accepterez de dédicacer ce livre de façon à ce qu'on puisse l'offrir à l'un de nos abonnés qui nous laissera le commentaire plus intéressant sur cette interview? Alors, j'adore les commentaires. Moi, c'est justement tout l'intérêt que je vois. Je suis sur LinkedIn. On peut me contacter à tout moment. Je serais naturellement absolument ravi de dédicacer le livre pour le meilleur commentaire. Très bien. Alors, on revient sur l'économie de guerre. C'est quoi l'économie de guerre? Vous avez dit que c'était l'offre par rapport à la demande. Et vous avez l'air de suggérer que finalement, les 30 dernières années ont été formidables. Mais on voit en permanence des gens qui souffrent. Est-ce que ça va être encore pire pour ces personnes-là? Alors, l'économie de guerre, c'est ma grand-mère entre 1940 et 1944, ici à Paris, qui va chez Beurre au fromage pour acheter de la nourriture. Elle veut du Roquefort, parce que c'est le meilleur fromage. Mais le Roquefort, c'est impossible à faire. Donc, le producteur de Roquefort, il fait faillite. Et puis, à l'inverse, le topinambour, c'est pas très bon, il n'y a pas de demande, mais le topinambour, vous pouvez le cultiver en très grande quantité très rapidement. Et le producteur de topinambour, qui historiquement n'avait pas de demande, fait fortune. Donc, c'est ça l'économie de guerre. Et le problème, donc il y a un énorme transfert de valeur qui est très contre-intuitif pour nous, du marketing et des ventes à la production. Donc, dans toutes les entreprises, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça n'est plus le directeur du marketing, le directeur des ventes qui dirige véritablement la société, comme ça a été dans les 30 dernières années, mais c'est le directeur de la production qui dit « Moi, vous me demandez un truc, mais désolé, je ne peux pas produire, donc vous ne l'aurez pas. » Donc, on a un énorme transfert à l'intérieur des entreprises, mais aussi à l'intérieur au niveau des États. Et qui a produit dans les 20 dernières années? Le numéro 1, c'est la Chine, qui est rentrée en 2001 dans l'Organisation mondiale du commerce et à qui, nous, Européens, nous avons sous-traité tous les trucs qu'on ne voulait plus faire. Alors, on va revenir... C'est pour ça que j'ai développé ce thème de 30 glandeuses,
30 glandeuses. Nous, Européens, on est devenus des glandeurs, on est devenus des autostoppeurs à dire on va faire travailler le reste du monde et nous, on sera relax. Ben oui, On va acheter leurs produits, on endettera les États. Donc, vous voyez que ça pète, faut. Mais un nouveau modèle. Est-ce que alors, moi, prendre glandeuse, vous comprenez que ça peut choquer un certain nombre de personnes qui travaillent beaucoup, qui doivent parfois même travailler 2 fois, faire 2 jobs pour arriver à terminer leur fin de mois. C'est une appellation globale et naturellement, il y a des exceptions. Typiquement, là, nous sommes à Paris aujourd'hui. Schématiquement, il y a au moins la moitié des gens qui travaillent comme des dingues. D'accord. Donc, mais je parle au niveau des pays et non pas au niveau des individus. Quand on revient au niveau justement des individus, on va reparler de la Chine. Est-ce qu'on va se remettre à manger les topinambours? Je sais bien que c'est une métaphore, mais est-ce que c'est ce qui va se passer pour nous vous voyez, au quotidien? Est-ce qu'il va y avoir ces changements qu'on va déjà qu'on va voir apparaître, qu'il y aura moins de choses ou l'économie de la... Oui, le risque, il n'est pas sur les topinambours. D'accord. Le risque, il est que votre critère de réussite, le critère clé de réussite, quand on est en économie de paix, c'est le PNB par tête, c'est la richesse que vous créez. Donc, par exemple, l'Allemagne a continué, les Américains ont doublé leur PNB par tête en l'espace de 20-30 ans. Quand vous êtes en économie de guerre, c'est pas la richesse par tête d'habitants, c'est de la dépendance. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est la dépendance relative. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est que vous soyez dépendant de moi plus que je suis dépendant de vous. Et c'est pour ça que si je produis, si dans une chaîne de valeur, je contrôle 70, 80, 90% du petit goulot d'étranglement, et bien en fait, je vous contrôle. Et par exemple, si j'ai des terres rares, dont j'ai assuré les réserves et dont j'assure le raffinage, et bien je peux, par exemple, vous les couper. Si vous construisez une automobile qui est vendue entre 50 000 et 100 000 euros, ben avec 150 euros, je peux vous stopper entièrement votre production. Donc officiellement, je suis pauvre, que je ne produis que 150 euros. Et pourtant, c'est moi qui me contrôle.